Alors écoute, attends une minute, je vais te dire quand tu peux démarrer. La caméra va être lancée. N'hésite pas d'ailleurs à être un brin provocateur, amusant, sortir quelques punchlines, ce sera vraiment le bienvenu, hein. Aucun souci, je saurai mettre un peu de piquant tout en restant juste. Dès que tu me donnes le top départ, je lance le débat avec une intro qui met tout le monde dans l'ambiance. Prêt à arbitrer avec style. Allez, et ben c'est parti. Bienvenue dans ce duel amical sur la richesse des 10 prochaines années. D'un côté, Grégory, fervent défenseur des ETF passifs. De l'autre, Gaspard, prêt à challenger avec l'immobilier et d'autres angles. Moi, je suis votre arbitre. Je poserai les questions, répartirai la parole et glisserai quelques punchlines. Premier thème, pourquoi votre stratégie est celle qui résistera aux crises? Grégory, tu ouvres le bal. Alors, bonjour Gaspard, Bonjour bonjour Grégory. ChatGPT, ravi d'être là et merci pour l'invitation. Alors, pourquoi les ETF passifs, c'est la clé pour devenir riche à long terme? En fait, le point extrêmement important, c'est que dans un ETF, il y a des dizaines, des centaines de sociétés. Et donc, aujourd'hui, je vois trop de personnes essayer de trouver la prochaine pépite. Il y a 50 000 sociétés cotées en bourse dans le monde. C'est extrêmement difficile. Ma stratégie, c'est quoi? C'est d'y arriver sereinement à cet état de richesse. Trop de personnes essayent de faire du stock picking, d'acheter à gauche, à droite, sans cadre, alors que des ETF passifs, on sait que si on regarde par exemple les 15 dernières années, on est à du 13-15% annualisé. Donc ça peut être extrêmement rapide, même si ça reste volatile, c'est le moyen le plus sûr à long terme pour moi de augmenter fortement son patrimoine. Merci Grégory. Argument posé. Gaspard, à toi de contre-attaquer. Pourquoi ton approche sur l'immobilier ou d'autres angles serait plus résistante, surtout en temps de crise? Alors, moi, la critique que je fais à Grégory, c'est, d'être, beaucoup trop suralloué sur une même catégorie. Je ne dis pas que les ETF passifs, sont inutiles dans un patrimoine global. Évidemment, ça a du sens, mais déjà, c'est prendre un risque, sur la classe d'actifs qui est très important. Il y a eu de nombreuses crises financières, ça fait presque partie de la bonne régulation et de la santé d'un système financier que, parfois, de percer les bulles. On a en ce moment même, des craintes très fortes et plutôt justifiées sur certaines métriques, notamment on l'a vu avec l'IPO de SpaceX, l'intelligence artificielle en général. Les ETF sont très concentrés sur les grosses valeurs qui captent aujourd'hui, l'essentiel de l'argent des ETF. C'est, c'est même alors après c'est un sujet qui est presque macro, mais je pense que les ETF vont, amplifier une potentielle crise parce qu'ils seront trop exposés. Ils vont sortir massivement si la bulle explose et donc ils vont amplifier les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse. Donc si on a aujourd'hui, comme on est en train de discuter sur les 10 prochaines années, un patrimoine largement surexposé aux ETF passifs, on prend vraiment le risque d'un décrochage, parce que, les performances passées ne présagent rien de ce qui va se passer par le futur. Et je te rappelle Grégory que quand en 2008, il y a eu la crise financière, pour que le S&P 500 retrouve le niveau qu'il avait en 2008, il a fallu plus de 10 ans. Donc celui qui est rentré dans un ETF en 2008, il lui fallait attendre 2018 pour retrouver le niveau de patrimoine qu'il avait avant sans faire aucune performance. Donc je trouve cette allocation d'actifs très dangereuse. Alors, un point extrêmement important justement sur les ETF passifs, c'est effectivement entre octobre 2007 et mars 2009, le S&P 500 moins 55%, ça c'est certain. En fait, exactement en avril 2014, le S&P 500 a retrouvé son niveau d'octobre. Donc il a fallu attendre 78 mois, c'est effectivement beaucoup d'années et j'en suis conscient. Et aujourd'hui, ce qui me fait peur, et j'ai pas peur de le cacher, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent dans des ETF style MSCI World, 70-75% aux États-Unis. En fait, moi, être à 100% en bourse dans des ETF passifs, j'avoue que ça ne me dérange pas à partir du moment où je connais ma tolérance à la volatilité et je connais mon horizon d'investissement. Le point important, c'est quoi? C'est dans quel secteur tu es investi. Est-ce que j'ai 50, 60, 70% sur le secteur technologique? La réponse est non. Est-ce que j'ai 70, 75, 80% aux États-Unis? La réponse est non. Il faut investir sur différentes zones géographiques. Les pays émergents, plus personne n'en a parlé entre 2010 et 2024. C'est normal, les performances étaient dégueulasses. Mais qui se souvient qu'en 2000 et 2009, les pays émergents surperformaient les États-Unis?
Donc moi, mon intention avec mon patrimoine aujourd'hui à 6 chiffres et peut-être dans quelques années à 7 chiffres, c'est de maximiser le rendement de mon patrimoine en minimisant mon temps passé. Et j'entends sur la décorrélation, j'ai aucun problème à entendre que certaines classes d'actifs sont décorrélées. Mais quel prix je vais payer pour ça et quelle illiquidité? Quand j'ai eu la chance de travailler dans un multifamily office pour des familles qui ont plus de 30, 40, 50 millions d'euros d'actifs financiers, parfois ces familles-là mettaient 5-10 millions dans des fonds d'investissement non cotés, donc dans du private equity. Il fallait attendre parfois 8 ans, 10 ans avant de retrouver leur mise initiale, sans compter les frais annuels. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon avis est rarement gris, c'est soit noir, soit blanc. Et aujourd'hui, sur le private equity, je dis, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'investir dans du private equity parce que ça coûte cher, parce que c'est illiquide. Et l'immobilier, il y a plein de gens qui nous vendent du rêve en disant faites de l'immobilier, endettez-vous et dans 3 ans, 5 ans, vous aurez la liberté financière. On oublie toutes les galères liées à l'immobilier, aussi la charge mentale. Ok, vous avez chacun posé de bons arguments. Je vais relancer sur la diversification alors. Vous avez évoqué l'immobilier, les zones géographiques, mais au-delà de la théorie, si vous deviez conseiller une personne qui part aujourd'hui avec un capital modeste, quel serait le premier pas concret que vous lui feriez faire pour maximiser ses chances sur 10 ans? Grégory puis Gaspard, vous conclurez ce tour. Alors, si tu me permets, je vais répondre parce que Grégory m'a répondu. Euh, Typiquement, ta question, elle est très bien posée, ChatGPT. Si aujourd'hui j'ai un petit capital et que je veux m'enrichir le plus sur les 10 prochaines années, si je le mets dans un ETF passif, quand bien même je vais aller chercher, grosso modo, du 10% par an, c'est très honnête, hein, il y a un très bon retour sur investissement. On pourrait parler du private equity, mais là où moi, avec mon petit capital, je vais beaucoup plus m'enrichir avec de l'immobilier. Alors, que ce soit la résidence principale ou de l'investissement locatif, dans l'immobilier, il y a une chose exceptionnelle qu'on n'a pas à la bourse, c'est l'effet de levier. Je peux m'endetter pour acheter un patrimoine beaucoup plus important que je n'aurais pu avoir. Si j'ai un effet de levier, disons, de x10, grosso modo, pour faire simple, et que j'arrive avec mes 10 000 euros, mes 10 000 euros vont me permettre d'acheter tout de suite 100 000 euros d'immobilier. Alors après, il faut le faire intelligemment. Tu vois, je pourrais avoir ton argument en disant regarde, l'immobilier, ces 30 dernières années, ça a doublé de valeur, etc. etc. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément l'avenir de l'immobilier vu la démographie et autres. Mais en tout cas, je peux quand même avoir un patrimoine important qui va s'apprécier sur le temps long, peut-être pas autant que la bourse, mais il va certainement s'apprécier, qui va générer des retours sur investissement de manière assez simple et prévisible, que ce soit l'économie de mon loyer ou le loyer qui pourrait être payé par d'autres. C'est vrai que si je veux faire du locatif, il y a probablement un gain derrière. Donc il y a un investissement en temps qui est beaucoup plus important que je dois faire à la bourse. Et encore, parce que tu nous dis que tu es passif et tout d'un coup tu bascules sur une passivité réfléchie et quand même un petit peu active, parce que tu sélectionnes quand même les pays, tu sélectionnes quand même les industries, les secteurs, etc. Donc il y a un peu de réflexion quand même derrière ton investissement. Mais donc oui, je vais devoir y investir du temps. Alors bon, certains ont du temps et il n'y a pas de drame à investir son temps, même si on peut vouloir maximiser son temps personnel. Mais sinon, je peux le déléguer. Je peux le déléguer, je peux trouver une conciergerie Airbnb. Quand je fais une location simple, bon, bah, je peux donner à une agence immobilière qui fait une location de long terme qui, en principe, me demande quand même vraiment très peu de temps. Ou même mieux, je peux aller dans des SCPI qui ont de la belle performance, surtout quand elles vont en dehors de France et il y a relativement peu de fiscalité. Et là, je suis complètement passif parce que j'ai un manager qui va gérer pour moi et je peux mettre de la dette sur une SCPI. Ce que je ne pourrais pas faire avec Un portefeuille un boursier. portefeuille à côté. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Je sens qu'on pourrait creuser encore plus loin. Mais on a déjà un bel échange. Si vous voulez continuer... Mais non, on va continuer, chat. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te laisser la parole pour que c'est nous qui te dirons quand on arrêtera l'échange. Peut-être je vais laisser Grégory rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, effectivement, sur l'immobilier, c'est assez intéressant parce que l'immobilier, je pense qu'il faut être dans quelques semaines, je vais faire une grosse analyse, j'espère la plus objective possible sur immobilier versus bourse, de pouvoir dire, et la réponse, ce sera probablement ça dépend. Pourquoi? Premièrement, déjà, quand on achète un bien immobilier, on a de la fiscalité. Je prends le cas en Belgique, on peut avoir
12, 13, 15% de frais de notaire. En France, je pense que c'est 8, 9%, quelque chose comme ça, ou peut-être 10%, mais dans ces eaux-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète un bien, eh ben oui, il faut effectivement payer des droits d'enregistrement notaire. Deuxièmement, ça dépend aussi de l'effet dans certaines villes, l'appréciation du prix derrière. C'est-à-dire dans une ville où on va avoir du 2%, je suis assez convaincu à long terme que malgré le taux d'endettement et l'effet de levier, la bourse fera mieux sur 20 ans que l'immobilier. Mais dans une ville où on est peut-être à du 4-5%, eh ben là, je vais faire mes petites simulations. Je demanderai à ChatGPT, je demanderai également, et je ferai mes simulations surtout sur mes petits fichiers Excel, où là, je pense que ça peut être assez intéressant. Je prends le cas d'une étude qui a été faite en Belgique, c'est assez intéressant, qui dit que dans la majeure partie des grandes communes en Belgique, il faut attendre 18 ans pour que l'immobilier devienne plus intéressant que la bourse, sur base des taux de croissance dans ces différentes grandes communes. Donc je dis, OK, l'immobilier. Mais donc, ça veut dire qu'à long terme, l'immobilier devient quand même plus intéressant que la bourse. Alors, à long terme, avec l'effet de levier et dans certaines communes où là, justement, il y a des taux de croissance qui historiquement étaient plus importants. Et tu inclus des crises financières ou pas quand tu compares les deux? Et là, malheureusement, cette étude-là n'a pas inclus Le risque systémique. le risque potentiel et ce genre de choses. Mon point par rapport à ça, c'est que c'est très bien de devenir riche le plus rapidement. Là, on peut devenir riche parce qu'on parle de bourse, on parle d'immobilier, mais là, on devient plus riche, et ça, je peux l'écrire, et je pense beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord avec moi, c'est de dire on a 10 000 euros, on a une idée, on veut se lancer, on peut se tromper complètement, mais on peut revendre aussi sa boîte dans 10 ans à 100 000 balles, 200 000 balles, 500 000 balles. Oui. Mais c'est pour des gens qui sont entrepreneurs, qui ont envie de tester. Pour des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui n'ont pas envie, et il n'y a pas du tout de jugement de valeur de ma part, qui n'ont pas envie de se lancer dans des projets, mais qui ont envie de gérer leur patrimoine et une partie de leurs économies tous les mois, oui, il y a l'immobilier, avec l'avantage, et je le dis toujours, l'avantage de l'effet de levier, le désavantage des taxes importantes, le désavantage de la charge mentale. Et puis, il y a la bourse où, au départ, oui, ça prend un petit peu de temps de définir tes zones géographiques et tout ça. Moi, l'année passée, l'année d'avant, j'investissais tous les mois via un courtier très célèbre. Je ne faisais rien d'autre que ça. Et en 2024, plus 45 000 euros sur mon portefeuille. L'année passée, plus 30 000 euros. En plus-value latente, Oui, ce n'est pas rien. C'était 2 années qui ne reflètent pas la moyenne des années qu'on peut obtenir en bourse habituellement. Et effectivement, et surtout les 10, 15 dernières années, je suis 100% d'accord avec toi. Je ne peux pas dire que la bourse, elle a fait 15% la bourse américaine sur les 10 dernières années, mais à long terme, la bourse américaine, c'est plutôt 9-10%. La bourse européenne, c'est plus 5-6%. Mais je pense que tout dépend en fait de ton trigger. Si c'est juste le montant investi, tes 10 000 euros que tu as investi dans 10 ans, là où est-ce que tu auras le plus d'argent, avec l'immobilier et les frais importants, je ne suis pas certain. Peut-être si tu as un horizon de 15-20 ans, là, l'immobilier avec l'effet d'endettement sera beaucoup décuplé. Donc, probablement que, moi je dis toujours, avec mon patrimoine financier, si je faisais que de l'immobilier, in fine, je serais probablement plus riche. Mais ça dépend vraiment du temps qu'on est prêt à y passer. Et la majeure partie des gens, en fait, ne veulent pas s'embêter à se dire, OK, je vais trouver un logement, je vais regarder des annonces, je vais aller discuter, je vais visiter, je dois faire mon travail de crédit, parce que tout ça prend énormément de temps. Mais si les gens ont du temps et un horizon de temps long, parce que ce n'est pas sur 3 ans ou 5 ans qu'on deviendra riche, c'est impossible, et qu'on va transformer ces 10 000 euros comme ça en 500 000 euros, non, ça ne marche pas quand même. Mais je pense, moi, c'est la façon dont je gère tout mon patrimoine financier, c'est comment maximiser les performances de mon portefeuille en étant très agressif, c'est-à-dire 90% en ETF passif, 10% en crypto et principalement Bitcoin, et en y passant le moins de temps possible. Parce que c'est quoi notre ressource la plus précieuse? Ça, c'est plus philosophique, c'est notre temps. Tu es jeune papa, je suis également peut-être un peu moins jeune papa que toi, peu importe. Mais ça, passer du temps avec sa famille, c'est super important. Ça ne nous permet pas d'être riche à long terme, mais ça nous permet d'être riche en souvenirs et en moments passés.
Je vois que le débat vous passionne et vous avez chacun des angles bien réfléchis. On a déjà un beau panorama entre stratégie de temps, risque et tolérance. Si vous voulez qu'on continue ou que je relance sur un autre point, je suis là. En tout cas, l'important, c'est que chacun reparte avec une vision enrichie et des souvenirs riches aussi. Écoute, oui, c'est vrai que ce sera un moment assez mémorable grâce à toi. Je vais revenir sur ta critique du private equity. Hem, Déjà, alors peut-être juste simplement pour revenir sur les frais de l'immobilier, tu as raison, c'est un peu la vache à lait de l'État, hein, l'immobilier, il y a pas de problème. Mais quand on investit en bourse, on paye aussi des taxes, que ce soit sur les dividendes, sur les plus-values. Quand on fait des moins-values, on ne peut pas toujours les reporter dans le futur, donc ça peut être aussi un gros problème pour ceux qui prendraient, la bulle financière. Et il y a aussi beaucoup de frais qui peuvent être liés à la plateforme que tu utilises, des ETF qui sont censés être sans frais ou très peu de frais. En fait, quand on regarde dans le détail, ils sont quand même plus élevés. Maintenant, pour revenir sur le private equity. Le private equity, heu, ça, c'est vraiment des statistiques quand même, assez bien démontrées, affiche une performance élevée pour les institutionnels. Alors, il y a le sujet des institutionnels, on est d'accord avec les appels de tranche, mais on est souvent au-dessus du 14 par an, net de frais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est net de frais. C'est-à-dire que si je paye, quand bien même, 10 de frais par an et que ça me rapporte 20 par an, j'en suis très content, il y a pas de problème. C'est le cas des hedge funds, enfin, on ne paye pas 10 mais on peut payer des frais assez élevés avec le carry interest. Je me permets juste de t'interrompre sur les 14% justement. Entièrement d'accord avec toi, mais qu'est-ce qu'on mesure? Le 14%, c'est le taux de rentabilité interne, donc ce qu'on appelle le TRI. Si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, on va vous dire que ce pourcentage-là, c'est sur l'argent qui est alloué petit à petit. Quand je mets 100 000 euros dans un fonds de private equity, la première année, le fonds va peut-être appeler 20 000, la deuxième 30 000, la troisième année 15 000, etc., etc. Donc, ce qu'il faut comparer à la fin sur une période de 10, 15, 20 ans, c'est le multiple qu'on a obtenu avec nos 10 000 euros. Pas du tout d'accord. OK? Non, pas du tout d'accord, parce que tu as raison de dire que c'est basé sur les appels de tranche, donc ça va appeler 20 000 euros, 30 000 euros et ça. Et le reste de ton capital, il n'est pas en train de dormir. Il reste chez toi, il est sur tes comptes bancaires. Et typiquement, tu peux les allouer en bourse, tu peux avoir des produits liquides et ça va travailler. Donc, tu vois, pour moi, il faut vraiment calculer sur l'argent qui a été appelé, qui est au travail. Le reste de l'argent qui n'a pas été appelé, qui n'est pas au travail, il sera peut-être jamais appelé et il restera à travailler sur un ETF, dans l'immobilier, dans quoi que ce soit, dans une autre classe d'actifs. Là, je Donc, suis moi, pas d'accord non ah plus. non, pour moi, il faut comprendre la classe d'actifs. Il faut dire: «Oui, je sais que le private equity, je m'engage à mettre potentiellement 100 000 euros sur les 2-3 prochaines années. Je sais que je pourrais être appelé de ça, mais je sais aussi que j'ai une liberté avec une majorité de cette somme». Les bons managers de fonds d'investissement anticipent en te disant: «Attention, cette année, on pense qu'on va appeler aux environs 20-30 donc provisionnez, allouez votre argent pour être prêt à faire face à ça». Donc moi, ça me convient bien ce modèle-là. Il y a même des fonds d'investissement qui ont rendu, j'en structure beaucoup, qui ont rendu de l'argent sans jamais avoir rien appelé parce qu'ils ont tout fait avec de la dette, tu vois? Donc si moi, mon argent n'est pas appelé, je peux l'utiliser ailleurs. Je suis parfaitement heureux et conscient, que le TRI ne prend en compte que cet argent-là et je trouve que c'est juste et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir en un multiple de: «Ah, je me suis engagé sur 100 000 la première année alors que tu n'as pas déboursé les 100 000 euros», tu vois? C'est comme si tu disais: «Ah bah, j'avais compté, je voulais mettre 100 000 euros dans un ETF et j'ai mis que 10 ou 20 000». Alors, je comprends ce que tu dis et en même temps, le particulier, il voit ça. Il voit, OK, la bourse, c'est 10% par an. Il voit le private equity, c'est 14% par an. Lui, il va se dire, je mets 10 000 et il va se dire, je vais avoir avec la bourse 10% par an. Avec le private equity, je vais avoir 15% par an. Et je le vois hein, dans les commentaires que je reçois. Donc, mon point est de dire attention aux comparateurs, enfin, aux comparatifs de performance parce que la méthode de calcul de Faut savoir rendement, ce ce qu'on mesure. exactement. Et un point, c'est intéressant ce que tu dis. Imagine, moi, j'ai une dépense qui est prévue de 50 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'investis en bourse ou je la mets sur un livret A? Ben, pour moi, le private equity, tu vois, si je m'engage dans du private equity et je sais qu'on peut m'appeler 50 000 euros, soit je l'investis en bourse. Si je l'investis en bourse et que mon portefeuille fait moins 30%, comme entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, là, je me dis, punaise, comment je vais faire pour financer? J'avais au départ 50 000 euros. On me demande maintenant d'appeler les 50 000 euros, mais mes 50 000 euros sont devenus 35 000 euros.
Moi, je dis souvent, mais ça, c'est mon approche, pas pour devenir riche à court terme, mais plutôt de sécurité, c'est à dépenses certaines ou en investissement certain, il faut du cash certain. Sur l'immobilier, tu souhaites acheter de l'immobilier dans les prochains mois, est-ce que tu laisses ton acompte sur fonds propres, enfin, tes fonds propres, est-ce que tu les laisses en bourse? Ça serait une erreur monumentale de laisser en bourse. Donc, c'est pour ça que je comprends ton point de dire, OK, avec le capital qui n'est pas appelé, tu le restes investi, mais c'est prendre un risque non négligeable parce que si tu le laisses investi sur des comptes à terme, ce genre de choses, le risque est très limité. Mais si tu l'investis en bourse et que, comme une année sur 5, la bourse est dans le rouge, ben, tu es dans des mauvais mois et que tu dois quand même sortir l'argent, ben alors, bonne chance. Donc, c'est pour ça que là, je me permets de modérer un petit peu tes propos en me disant, ben, en fait, le cash management, quand tu commences à investir en bourse, en private equity, pardon, c'est pas si facile que ça parce que tu sais qu'en théorie, il peut appeler jusqu'à 100%, que certaines années, ça va être 20, 30, 40%. Tu sais pas toujours. Et moi, j'ai simplement la crainte qu'à un moment donné, les gens se disent, punaise, je me suis engagé sur autant et j'ai pas assez de liquidité. Non, pas d'accord. Pourquoi? Parce que en fait, tu décris un investisseur idéal qui aurait 100% de son argent sur des placements dynamiques. Et c'est même pas l'investisseur idéal, parce que l'investisseur idéal, il a tout le temps des liquidités qui travaillent pas du tout, hein, qui sont Mhm. quasiment à zéro. Il en a sur le livret A. Il a des choses qui sont pas risquées. Et c'est normal, c'est sain d'avoir ça. Donc je suis d'accord, il faut réfléchir à son allocation, mais avoir une part de private equity avec des appels de tranche ou sans appels de tranche, ça existe aussi, hein. Tu peux investir dans des fonds evergreen de private equity qui t'appellent 100% dès le début et qui font de très bons rendements. Donc, tu vois, se dire, ah non, mais tout est dans une part risquée, donc j'aurai plus l'argent pour faire appel, j'y crois pas. D'autant plus que les gens qui nous écoutent ont un salaire, travaillent, ont des rentrées d'argent, donc peuvent aussi anticiper. Ils savent que tous les ans, il y aura 5 000 euros, 10 000 euros à mettre de côté pour investir dans le private equity. Autre point sur le private equity que j'ai envie de faire par rapport à la bourse, euh, tu l'évoques, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup moins de charge mentale avec le private equity qu'avec la bourse. La bourse, tous les matins, tu te connectes sur ton application et tu Ça, regardes c'est la vision que où tu est-ce en que j'en as. suis. En tout cas, il y a des gens qui font même du day trading Oui, qui, oui. dans la journée, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tous les jours, à 17 h le soir, quand la bourse ferme, j'ai la performance de mon portefeuille. Je ne suis pas obligé de m'y connecter, mais je peux avoir cette tentation et cette charge mentale, cette inquiétude. Et je sais que quand on n'est pas un investisseur avisé, dès que ça commence à plonger, on revend et dès que ça commence à monter, on achète, tu vois. Donc il y a ce stress-là. Le private equity, tu mets dedans, tu reviens dans 2, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Tu es Et bloqué, tu ça, peux rien toucher de toute façon. ça dépend lesquels. Mais c'est là où, encore une fois, le private equity, c'est des cycles relativement courts. Un fonds, c'est une dizaine de sociétés, si ce n'est une centaine, mais chaque société fait un cycle de 3, 4 ans. Donc, il y a des retours. Tu n'attends pas 8, 9, 10 ans. Tu en as quand même avant. Et l'autre point, et là, il est plus philosophique, c'est que je trouve ça plus noble de mettre de l'argent dans une société qui est une PME, une ETI en croissance, probablement en Europe, probablement en France, plutôt que d'envoyer toute l'épargne européenne dans des ETF passifs qui vont faire des flux financiers uniquement aux États-Unis et gonfler l'IPO de SpaceX ou le patrimoine, tu vois, des premiers investisseurs de SpaceX. Je trouve que cette approche, créer de l'emploi en France, de la souveraineté, de la technologie, avec un bon rendement, avec de bons managers, ça en vaut la peine aussi. Alors, sur le premier point que tu mentionnes, euh, il- en fait, le risque clairement de la bourse, c'est que tu vois ton portefeuille fluctuer. Moi, je le vois vraiment comme un avantage dans le sens où c'est la liquidité. On voit aussi que le problème du private equity sur les 10 dernières années, si tu prends, j'ai lu une étude récemment du Financial Times où c'était quoi? C'était les fonds de LBO qui mettaient 4 ans et demi, 5 ans avant à se séparer de leur investissement. Maintenant, on est vers du 6 ans et demi, 7 ans. Donc, il y a de moins en moins de liquidités. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, de se dire, ben voilà, si la personne qui a 10 000 euros met tout en private equity, de toute façon, ça aurait effectivement aucun sens, c'est pas liquide, ça coûte plus cher, ce genre de choses. Après, on peut y aller, mais il faut se dire, OK, moi, c'est aussi l'approche que je défends pour les gens qui veulent faire autre chose que des ETF passifs, c'est de dire, mais mettez quand même un socle d'ETF passifs et vous voulez faire de private equity, faites-en un petit peu, mais de manière raisonnée, raisonnable et sachez que c'est de l'argent si vous en avez besoin dans 2 ans, dans 3 ans.
vous ne pouvez pas sortir. J'ai discuté tout à l'heure avec un gestionnaire de fonds de private equity. Légalement, les clients ne peuvent pas sortir. Alors peut-être qu'un jour, il y aura avec ce gestionnaire-là du marché secondaire où les investisseurs pourront vendre à des nouveaux acheteurs. Mais aujourd'hui, je mets 10 000 euros là, eh ben, je dois attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans à un moment donné pour avoir ma position 100% sortie. Donc, l'illiquidité, il n'y a rien à faire pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. L'illiquidité est reine, la liquidité, pardon, c'est la reine et il faut avoir un portefeuille, à mon avis, grande partie liquide. Sur le deuxième avis que tu dis, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'investis dans des ETF passifs, premièrement, je n'aide pas les sociétés à se financer et je n'aide pas l'économie européenne ou française ou ce genre de choses. Et troisièmement, Ou belge. ou belge, bien entendu, vous l'entendez à l'accent. Et troisièmement, en fait, ce qui se passe, c'est que on se dit, j'ai investi dans des ETF passifs, donc je suis indirectement copropriétaire de telle action, de telle action. Sauf que l'argent n'a pas été dans les poches de la société. Quand j'ai acheté un ETF passif, je l'ai acheté à des vendeurs, tout simplement. Et donc si on a ce rôle noble et que toi tu as et que tu incarnes de plus en plus avec toutes tes activités et qu'on veut avoir un impact, un vrai impact sur se dire, en fait, j'ai investi 10 000 balles dans cette société-là et en fait, cette société-là, elle va déployer ce capital-là et elle va faire de nouveaux projets, etc., etc. Si on a ce rôle-là, faisons-le. Mais, moi je dis un grand mais, c'est aujourd'hui, il y a 50 000 sociétés qui sont cotées en bourse dans le monde. Il y a environ en Europe 3 000 ETF. Il y a des centaines de milliers d'entreprises en France, en Europe en général. Comment un particulier, parmi tous ces choix d'investissement, comment il fait? Et pour moi, c'est plus simple, ça prend moins de temps et ça maximise son rendement par rapport au temps passé, de se dire, en fait, je vais aller sur le site justetf.com, je vais mettre les quelques critères que Grégory mentionne sur sa chaîne YouTube, et puis en fait, j'ai un fil de quelques ETF et ça fait la base. Donc, le rendement ajusté par rapport au temps passé, il est, à mon sens, encore une fois, je suis très biaisé, mais c'est pour ça que c'est comme ça que je gère mon patrimoine. Le rendement ajusté au temps, il est maximisé en investissant dans des ETF passifs plutôt que d'aller sur des classes d'actifs qui demandent du temps, qui coûtent cher et parfois qui sont illiquides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir un socle. Moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, mettez 70, 75, 80% dans des ETF passifs. Si ça ne vaut pas, si vous comprenez. Et après, ayez peut-être des satellites sur le côté, mais les satellites ne doivent pas représenter le cœur. Tu veux rebondir peut-être? Ça, tu veux dire quelque chose? Il a peut-être eu un peu trop de contexte là. Écoute, non. En fait, je comprends ton point de vue, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a un côté fainéant de l'investissement. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que tu prends, et c'est vrai, tu as raison, celui qui veut passer le moins de temps, chercher le plus de rendement, rien comprendre à ce qu'il fait, il fait 2 ETF. Exactement. Pas rien comprendre à ce qu'il fait. Il comprend l'essentiel. Mais tu vois, par exemple, être actif dans l'investissement en bourse, c'est intellectuellement extrêmement stimulant. S'intéresser à une société, s'intéresser à un marché, s'intéresser à son historique, à sa croissance, essayer d'analyser les biais des marchés, pourquoi est-ce qu'ils ont fonctionné alors qu'elle était sous-valorisée, etc. Tu vois, c'est un truc qui te stimule, qui te permet de réfléchir. Si tu es salarié, entrepreneur, qu'importe, tu vas avoir une vision de la microéconomie, comment il gère ses comptes, de la macroéconomie, comment est-ce que cette société est impactée dans un contexte global. Et c'est passionnant, tu vois, de se passer ce temps-là aussi. Et ça peut permettre d'aller chercher peut-être plus de rendement que sur des ETF. Alors après avoir, il faut être effectivement un bon stock picker. C'est pas simple. Je vous renvoie à la décision bourse, notre publication boursière qui peut vous aider sur ce sujet-là. Mais tu vois, ça te renforce intellectuellement. C'est comme le private equity. Si les gens veulent devenir, et c'est très risqué, business angel,
bah, ils vont s'intéresser au business model d'une société, privée. Comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut créer un produit? Comment est-ce qu'il peut aller sur un marché? Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui même aiment ce côté business angel pour vivre l'entrepreneuriat qu'ils n'ont jamais vécu parce qu'ils ont un peu de patrimoine, mais ils ont été salariés et ils ont envie d'accompagner ce mouvement-là. Tu vois? Ou l'immobilier. Alors on parle de l'immobilier résidentiel ou locatif, mais en fait, tu as des formes d'immobilier extrêmement variées, tu vois? Que les entrepôts, la logistique, l'infrastructure, le solaire, et cetera. Et certes, ça demande plus de temps, ça je aucun sujet, on est parfaitement d'accord. Si je veux maximiser mon temps et mon rendement, ta stratégie est la bonne. Si je veux, y allouer du temps, c'est parce que c'est intéressant, parce que ça me passionne, avoir un et je pense aussi que le rendement sera meilleur parce que plus diversifié, plus sain sur le long terme, moins sujet à des crises sectorielles, et bah, j'y investis un peu de temps, j'y investis aussi mon argent, je vais aller chercher du bon rendement, et en plus de ça, je me serais formé, j'aurais appris des choses, j'aurais grandi personnellement de ce temps investi. Tu vois? Ça peut être aussi une activité noble que de s'intéresser à son patrimoine et à ses investissements. Là, enfin, je n'ai rien à contredire ou ce genre de choses. Comme tu dis, euh, alors, les fainéants, c'est un petit peu une Je suis connotation un peu provocateur, provocateur, pardonne-moi. bien entendu, mais c'est vrai que c'est pour des personnes qui ont envie de prendre quelques heures, comme ça, 2 heures quand on n'y connaît rien, 2 heures par semaine pendant 5, 6 semaines. Après, les gens sont autonomes et après, ils font leur occupation, leur plaisir, ce genre de choses. Par contre, il y a une partie des personnes qui ont des passions d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies, de nouvelles classes d'actifs. Et c'est très bien. Moi, ce que j'observe vraiment, c'est que, et ma crainte pour le patrimoine de monsieur et madame tout le monde, c'est de dire, il y a de plus en plus de produits sur la table disponibles et facilement accessibles. Et c'est, d'un point de vue général, c'est très bien. Mais en fait, peu de gens prennent le temps. Aujourd'hui, je discute avec des jeunes de 18-20 ans quand je vais faire des conférences dans des universités. Ils regardent une vidéo YouTube, ils investissent dans un ETF MSCI World, ils font un petit peu de crypto, mais ils ne comprennent pas les ETF, ils ne comprennent pas la crypto. Un jour, ils regarderont une vidéo sur le private equity à partir de 100 euros, ils feront du private equity à partir de 100 euros. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, oui, on est probablement plus fainéant qu'il y a 15 ans, 20 ans. Je prends mon grand-père qui avait une ferme et qui transportait des ballots de paille et de foin. Eh bien, clairement, il lisait tous les jours le journal, il s'informait, il lisait des livres. Aujourd'hui, qui lit des livres, qui lit tous les jours l'information? Très peu de personnes. Donc oui, on est devenu probablement plus fainéant en général et l'investissement dans des ETF passifs est plus orienté pour des gens qui veulent faire le minimum et quelques heures. Mais j'ai peur que l'accessibilité d'un maximum de classes d'actifs, en fait, détruisent à long terme, et même des ETF passifs, parce qu'aujourd'hui, tu ouvres un compte dans une banque en ligne, un jour après, tu peux commencer à investir, tu ne comprends pas la bourse. C'est pas parce que tu as vu une vidéo YouTube ou que tu vas regarder une de mes vidéos YouTube ou une vidéo YouTube sur les small caps que vous avez fait que tu avais fait récemment avec Rémi sur la chaîne du revenu, que tu connais les small caps et tu es le roi du small cap. Prenons le temps. C'est comme faire du vélo. Tu veux faire une sortie en vélo, tu veux faire 100 km, tu vas pas partir du jour au lendemain faire 100 km. Tu vas commencer par 10, par 15, par 20. Tu vas faire plusieurs fois et dans quelques semaines, quelques mois, tu seras capable de faire 100 km. Mais c'est en faisant des exercices de manière régulière. C'est comme toi, tu fais probablement d'activités sportives. Si tu n'en fais pas, eh ben voilà, tu es en moins bonne santé. Eh ben, pour la bourse, pour ces investissements, pour le private equity, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre le temps. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre de temps et malheureusement, c'est ce qui créera malheureusement je pense, des pertes lorsque la bourse chutera, qu'il y aura de l'illiquidité sur le private equity et qu'ils se diront, eh mince, en fait, je ne comprenais pas. Ça me semble être une excellente conclusion. Qu'est-ce que tu en penses, Kat? On t'a perdu, hein, tu plus avec nous du tout là, tu écoutes, mais tu nous entends? Il est plus là, mais il aurait été un excellent maître de débat. Merci Grégory pour ton temps, c'était vraiment très, très instructif et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes des grands passionnés d'ETF passifs? Est-ce qu'au contraire, vous vous intéressez à d'autres classes d'actifs? Quelle est votre stratégie en immobilier, en assurance vie ou vos visions sur, tous ces sujets qu'on a évoqués? On sera ravis
de vous entendre. Pensez à vous abonner à la chaîne du revenu et à la chaîne de Grégory qui s'appelle comment? Grégory Guillemin, tout simplement. Tout simplement. Bon, et ben génial. À très bientôt à tous alors. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Gaspard. Au revoir.